Donc, segment vert ou rouge, comme à l'habitude, en fait, je donne une affirmation, vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Et commençons avec les Oilers d'Edmonton. Donc, assez simple, les Oilers préfèrent affronter les Kings de Los Angeles aux Golden Knights de Vegas au premier tour. Hugo? Je vais dire vert parce qu'il y a quand même une certaine rivalité là-dedans. Je pense qu'il va y avoir une certaine animosité intéressante en première ronde. Donc, je veux dire vert. Éloi? Ben, tu sais, ils connaissent bien les Kings, ils savent qu'ils peuvent les battre, ils l'ont fait dans les dernières saisons. Contre Vegas, je pense que ça risque d'être plus difficile. Vegas, c'est pas la même équipe, c'est pas la même bête en série qu'en saison. Je pense qu'ils vont vouloir y aller avec les Kings encore, puis y aller 3 en 3. De mon côté, je vais aller avec rouge. Je pense qu'on préfère affronter les Golden Knights à un moment où que tous nos joueurs sont en santé. Donc, pas attendre trop longtemps, sachant la profondeur de Vegas. Donc, mieux vaut s'en débarrasser au premier tour que possiblement les avoir au deuxième ou peut-être au troisième tour, selon évidemment l'alignement des quatrièmes as. Guillaume? Ouais, tu sais, j'ai regardé comme le classement tantôt, puis je voyais que les Knights avaient quand même baissé comparaison au début de la saison, là, mais au milieu de la saison, excuse, mais j'irai encore avec les Kings, là, tu sais, je pense que quand il y a une recette gagnante, tu ne déroges pas de ça. Tu sais, ils n'ont pas nécessairement démontré cette année qu'ils ont tant les meilleurs éléments que ça, je parle des Kings. Tu sais, Pierre Dubois, ça n'a pas donné grand-chose et tout, là, donc, tu sais, j'aime quand même ton argument, par exemple, effectivement, là, de sortir le plus gros morceau dès le premier tour, mais je pense que le match-up le plus favorable, ce serait les Fight vert. Marc-Antoine? C'est un bon argument, ouais, sortir en premier, mais c'est pas sûr que tu sors de là gagnant. C'est ce qui est fâchant un peu. Puis j'aimerais ça peut-être qu'une équipe s'en débarrasse pour moi. Tu sais. Écoute, les Kings, moi je prends les Kings, ne serait-ce que le gardien et la défensive. Tu sais, c'est une défensive qui est un peu clairsemée. Là, tu sais, je comprends que Doughty est bon, tu sais, Mickey Anderson qui est parfait. Bon. Mais écoute, dans l'ensemble, j'aimerais vraiment pas ça affronter les Knights. C'est deux équipes qui se ressemblent quand même. Là. Je trouve que c'est intéressant. Au niveau de la construction, on n'est pas loin. Mais les Knights sont à maturité, tandis que les Kings sont entre deux chaises un peu, entre une espèce de reconstruction accélérée et des joueurs qui sont vieillissants. Écoute, les Knights ont montré qu'ils sont capables de gagner puis ils ont affronté à peu près tous les gros clubs que j'aurais pas voulu affronter. Je veux vraiment pas les prendre en série. Puis surtout, comme par magie, Mark Stone risque d'arriver. Hertel il a joué un match, il a déjà une passe. Non, moi je prends pas les Golden Knights, je vais prendre les Kings. Ouais. On reste dans la thématique des séries. Donc, ouais, un beau commentaire d'Osavi Yovo Casimir. Donc, Très fort. Tu viens de son nom, bravo. C'est compétitif quand même, 2%. ouais. Deuxième, vert ou rouge, restons dans la thématique série. Au moins 2 négligés atteindront le deuxième tour dans l'association de l'Est. Donc, évidemment, les équipes favorites sont les équipes 1 et 2 de chacune des divisions. Commençons avec toi, Éloi. Ouais, ben tu sais, je pense que là, si on regarde, négliger, c'est un grand mot parce que, mettons, Toronto, ça serait un négligé, mettons, contre la Floride, tu sais, deux clubs qui ont plus que 100 points. Mais tu sais, je pense que Tampa pourrait, je pense que Toronto pourrait, je pense que Washington, s'ils se rendent, ils pourraient. Tu sais, donc il y a plusieurs possibilités. Donc oui, je pense que deux négligés, je dirais peut-être Washington puis mettons Tampa. Là. J'y vais aussi avec vert. En particularité, tantôt, j'encensais le travail de Jim Montgomery, mais en même temps, les Bruins, avec ce qu'on a vu en série dans le passé, je ne suis pas encore convaincu à 100% qu'on a l'équipe pour se rendre loin. Et dans une série 4 de 7, ça ne sera pas toujours facile. Donc, ça pourrait être une des équipes qui pourrait tomber. Sinon, ben oui, Lightning, tu l'as mentionné, mais il y a quand même plusieurs équipes qui sont en ce moment dans la course pour les séries. Que si on atteint les séries, j'ai l'impression qu'on va avoir un certain momentum pour aller chercher peut-être au moins une série au premier tour. Donc, je vais y aller avec vert aussi. Je crois qu'au moins 2 équipes vont sortir de là en étant les négligés, en tout cas sur papier. Ouais. Guillaume? Je peux aller avec vert aussi. Tu regardes toutes les équipes qui sont en haut. C'est toutes des équipes qui ont été choquées auparavant. Là, donc, ce ne serait pas nouveau pour eux. Là. La Caroline ont déjà été balayées une couple de fois quand ils avaient atteint le carré d'as. Boston, ils ont perdu l'année passée quand ils menaient 3-1 contre les Panthers. Les Panthers, quand ils étaient le trophée du président, n'avaient pas fait long feu non plus. Donc, c'est sûr. Puis, tu regardes les négligés, c'est pas tant les mauvaises équipes. Tampa, c'est pas tant de mauvaises équipes. Je ne considérerais pas nécessairement les livres comme des négligés, là, comme Éloi disait, là, mais je pense que oui, effectivement, là, c'est toutes des équipes qui ont démontré par le passé que des fois, ils sont pas en mesure de se rendre. Marc-Antoine?
Je me tirerai pas, Nick. Je pense comme toi, vert. Hugo? Moi aussi, vert, je me fie au pronostic de Loa et ses prédictions pour les 10 prochaines années. Puis Washington en font partie, donc vert. Super. Le troisième, vert ou rouge. Je préfère construire mon équipe par le repêchage que par les échanges et les joueurs autonomes. Guillaume? Pas par le repêchage vert. Fait que oui, par le repêchage vert, là, tu regardes toutes les bonnes équipes de la Ligue là, aujourd'hui, tout leur noyau, c'est des joueurs qui ont repêché. Toronto, Evander Matthews, Marner, tu regardes la Floride, Barkov, Wade Blad, ouais, je vais dire Kachuk, mais c'est pas tant lui, mais Lundell aussi, tu regardes aussi au niveau de David, Edmonton et tout. Fait que c'est clairement le repêchage là, qu'il faut passer. C'est sûr que ça demande un mix des deux. Quand tu es en mesure d'avoir une équipe compétitive, d'aller chercher les bons éléments, des vétérans qui ont déjà l'expérience, c'est une bonne idée. Mais non, le repêchage à 100%. Puis je pense que c'est la recette que le Canadien n'avait pas nécessairement pris pendant l'ère Bergevin. Et je pense que le Marc? Ben vert, mais la vérité, c'est que c'est un mélange de tout, dans le sens que je connais aucune équipe que les 22 gars qui mettent sa glace ont tous été repêchés par ton club. Mais forcé d'admettre que les chances que tu puisses aller chercher un premier centre, un premier défenseur puis un premier gardien, pas par le repêchage, c'est à peu près impossible. Je suis à peu près certain qu'on pourrait faire des statistiques. Et souvent, ton premier centre ou ton premier défenseur, je serais curieux aussi, d'un point de vue statistique, ils ont-tu fait vraiment plus qu'un club? Non, exact. Pas certains, ils ont fait vraiment plus qu'un club parce que c'est tellement des pièces maîtresses. Tu sais, McKinnon, Crosby, probablement, McDavid, probablement, Matthews vont faire leur carrière dans l'entièreté. Bon, là, c'est sûr qu'on parle des top 5, 10, des meilleurs centres, puis bon, ça va être le même principe pour les défenseurs. Mais c'est sûr que selon moi, la grosse pièce, c'est le repêchage. Fait que vert. Hugo? Ouais, moi aussi, vert, puis je pense que c'est super éphémère penser que tu peux tout le temps créer un roulement avec tes agents libres. Je sais qu'il y a plusieurs équipes qui sont un peu de cette mentalité-là, dont justement les Bruins et Golden Knights, mais en tout cas, toutes des équipes qu'on sait qu'on a un peu compromis nos prochaines années en termes de repêchage, mais ouais, c'est plus éphémère que si tu te fies vraiment à ce que tu es capable de repêcher, la qualité du joueur que tu es capable de repêcher aussi. Mais comme Marc l'a dit, je pense qu'il y a un équilibre aussi à faire là-dedans, mais définitivement, le repêchage en est pour beaucoup, donc vert. Éloi? Ouais, écoute, tu sais, je pense que les noyaux des très bonnes équipes, la fondation, ça part pas mal toujours du repêchage, là, tu sais. N'importe quelle grosse équipe, tu nommes des joueurs importants, la plupart de ces joueurs-là ont été repêchés, puis ensuite, tu en ajoutes d'autres une fois que tu es là, mais la fondation, ça part du repêchage. Je vais aller avec vert aussi, sauf si on me met dans un lieu ou dans une ville attrayante pour les joueurs autonomes, comme Vegas, par exemple. Comme tu vois, à un certain point, Guillaume, moi, je considérais la Floride aussi, quand même, qui ont un avantage là-dessus pour aller signer quand même des joueurs recherchés ou faire des transactions pour aller chercher des joueurs qui ne veulent pas signer ailleurs. J'ai l'impression que ces marchés-là ont un petit ascendant et peut-être sont mieux de privilégiés à ce moment-là d'aller chercher les gros noms sur le marché qui sont prêts à signer à rabais avec eux. Marc, tu l'as ajouté peut-être? J'allais dire, tu sais aussi, on n'a pas parlé de tanker, on a parlé de repêchage. Puis tu sais, il y a aussi une distinction parce que les Stars de Dallas n'ont pas tanké depuis combien de temps, mais ils ont tellement ouais, tu sais, je veux dire, leur recruteur, je sais pas c'est quoi qui. Je sais pas, ils regardent-tu moins de games, plus de games? Ils ont-tu plus de scouts? Je sais pas, là. Mais tu sais, quand tu as un Wyatt Johnston à 23, ben ça te sauve bien du trouble de faire la transition entre peut-être 2 générations. C'est un Hottinger à quoi, 26, 25? Attends, Payling, on l'avait à 26, c'est ça? Ouais, 25, on avait 25 Payling. 25, fait que là, lui, en tout cas, autour du 20e rang, tu sais, 2 joyaux comme ça au 20e rang. Maverick Bourque, fin de première ronde, deuxième ronde. Après ça, tu peux aller Rupee Hintz en deuxième ronde. Robertson en deuxième ronde. Je veux dire, ça change bien les choses. Donc, on n'a pas ajouté en plus la mention tanké, tu sais, qui là encore, ça aurait pu encore diviser sur. Voilà. Ouais, puis ce qui est impressionnant avec les Stars, par exemple, avec Johnston, c'est que ça reste déjà un des meilleurs buteurs de sa QV. Déjà un buteur de 30 buts dans la Ligue nationale, c'est incroyable, une excellente saison. Je pense que c'est le meilleur pointeur même aussi, là, puis quand même de loin. Là, puis, tu sais, je pense que je l'avais dit dans notre conversation de groupe, mais Jim Neal, c'est le 3e directeur général qui est le plus longtemps là, en poste depuis, je pense, c'est 2013 à peu près. Ça prouve à quel point il fait le match. Même, j'allais dire, puis c'est quand même important de le mentionner, j'aurais dit que c'est de la chance, 23 Wyatt Johnston, parce que les gens l'oublient, mais il a joué 0 match en Ligue d'Ontario.
Donc, c'est un gars qui part de 30-40 points, puis l'année d'après, 123 points. Ouais, exact. Donc là, tu te dis, c'est peut-être de la chance parce que tu as juste eu le U18 d'été à te mettre sous la dent. Puis tu fais, ah, regarde, on va l'essayer, lui. Mais il repêche tellement bien que tu fais, ah, c'est pas de la chance. Là, c'était parce que visiblement, à chaque fois qu'il lance un dard, le dard atteint le 1000. Fait que bon. On termine cet épisode avec le dans mon équipe et là, on remonte à très loin. On remonte à deux anciens joueurs des Mighty Ducks d'Anaheim, donc deux anciens coéquipiers. Vous avez le choix cette semaine entre Paul Kariya et Teemu Selanne, donc pour ce duel. Donc, les gauches et les droits. En termes statistiques, évidemment, Selanne a beaucoup plus de points, mais beaucoup plus de matchs joués aussi. Le ratio de points par match est pratiquement identique. On est les deux aux alentours d'un point par match et même Kariya a terminé au point par match sa carrière. Pour ce qui est des séries éliminatoires, étonnamment, Kariya n'a pas joué nécessairement beaucoup de rencontres, seulement 46. Et près du point par match. Pour Selanne, c'est un petit peu plus loin. Évidemment, plus on joue de matchs en série, surtout dans le cas de Selanne, où il y a eu plusieurs saisons en éliminatoire en plus, en fin de carrière, produisait un peu moins. Mais il y a quand même des statistiques très similaires entre les deux. Donc, Éloi, je commence avec toi. Qui choisis-tu entre Kariya et Selanne? Écoute, Kariya, c'est plate parce que, à cause des blessures, puis tout ça, on ne saurait pas combien de points il aurait fait s'il avait joué 400, 500 matchs de plus, mais je pense aussi que, Selanne, ces dernières années ont affecté un petit peu ces stats-là parce que là, les deux sont points par match, mais Selanne joue plus longtemps aussi, fait qu'il a joué passer son prime plus longtemps. Mais je pense que j'irais donc avec Selanne parce qu'il y a eu ce début de carrière-là tellement explosif, une saison recrue incroyable, puis il y a la longévité aussi. Donc, je pense qu'en sachant tout ça, j'irais avec Teemu Selanne qui était incroyable quand il était jeune dans la LNH. Guillaume? Je dirais avec Teemu Selanne aussi, là, avec le swag qu'il avait, là, c'était quand même quelqu'un d'impressionnant à voir. Non seulement sur la glace, mais hors glace aussi. Ça va être aussi quelqu'un de super sympathique. Il a vraiment, pas nécessairement changé de génération, mais il a vraiment amené comme de la qualité là, dans son jeu et tout. Là. Puis pour Kariya, c'est sûr que s'il avait eu une carrière avec un peu plus de matchs, il n'avait pas les blessures que peut-être il aurait eu autant de succès que Selanne, mais je pense que surtout au niveau de la longévité, ça parle aussi. Là, donc, j'irais Teemu. Marc? Moi, je vais faire un petit préambule dans le sens, moi, Kariya, je ne l'ai pas assez vu jouer. Là, je vais quand même être impartial. Si j'avais vu l'ensemble des carrières, je t'aurais peut-être dit, ah ouais, non, Kariya. Puis surtout que c'est un joueur qui aurait tellement fité dans l'époque dans laquelle on est aujourd'hui. Tu sais, des plus petits joueurs agiles, habiles. Malheureusement, il a été arrêté par l'ancien hockey, c'est-à-dire des mises en échec à la tête blindside. Là, je veux dire, aujourd'hui, combien de matchs de suspension tu aurais eu pour des coups comme ça? Donc voilà. Mais Teemu Selanne, fait intéressant aussi, quand il était repêché, il devait faire son service militaire en Finlande qui a duré 4 ans. Ce qui fait en sorte que les Nordiques de Québec l'ont laissé passer 2 fois. Et imaginez, genre, juste les Nordiques de Québec qui n'ont jamais gagné la Coupe Stanley, mais imaginez les joueurs qu'il y avait là, les Mats Sundin, les Sakic, là, t'ajoutes Selanne. Écoute, ça aurait pu finir de finir. Écoute, moi, Teemu Selanne, aussi, j'avais écouté une entrevue avec Jean-Sébastien Giguère et il a dit « J'ai jamais vu un lancer aussi précis de toute ma vie. » C'est un lancer très correct, là, dans le sens au niveau de la force et de la vélocité, on n'est peut-être pas là, mais tabarouette qui est précise. Des fois, tu penses que tu lèves le gant puis finalement, elle est passée au-dessus du but. Et première chose que tu sais, c'est poteau intérieur. À tous les matchs, c'est ça. Et il y a aussi le côté que j'apprécie de Selanne, où je m'identifie beaucoup, dans le sens que c'est le premier gars à rentrer dans la chambre, jaser. Puis, il y a 5 minutes, il y a une pratique. Puis, hey, les gars, parfait. Puis là, il s'habille, puis il embarque sur la glace. Il disait, c'était tellement un bon gars, puis tellement agréable que c'est difficile de créer une culture gagnante. Parce que lui, il s'entraîne à peine, il s'en va faire du surf. Première affaire que tu sais, il fait 40 buts, puis il force pas trop, puis il endroit, puis c'est parce qu'il y a genre la recette du bonheur, ce gars-là. Fait écoute, je veux juste dire aussi qu'il y a une carrière en 2 temps. Un des plus beaux débuts de saison, c'est pas le plus beau, la première meilleure saison de l'histoire. Après ça, blessure, c'est difficile. Brian Burke l'appelle, puis il s'en va gagner une Coupe Stanley, puis il fait 40 buts alors qu'il est dans la 2e portion de son 30 ans. Ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Il y a une Coupe Stanley, il faut quand même, tu sais, ça vaut quelque chose, disons-le comme ça. Donc, écoute, c'est l'année parce que j'ai pas assez vu Kariya, puis j'ai fait un petit préambule. Là, donc, désolé, on est tiré un peu, mais en même temps, pourquoi pas. Hein? Marc m'a convaincu, c'est l'année. Je savais déjà que ça allait être ça. Je veux dire, ce gars-là, il est comique, il a une joie de vivre contagieuse. Puis pour le voir,
s'impliquer autant après sa carrière pour les anecdotes, pour les jokes dans tous les voyagements ou quoi que ce soit. En plus de la belle carrière que tu as eue, c'est difficile. C'est difficile de pas dire Timo Servani. Il y a 37 ans qu'il a eu sa coupe en plus, genre. Ouais, exact. C'est entre 40 buts. Ah bah ouais, wow, là. Éloi? Moi, je vais encore y aller avec Timo Selänne. Comme tantôt, dans le fond, mêmes arguments que j'ai donnés il y a quelques minutes. C'est vrai, j'ai commencé avec toi. Mais écoute, j'amène une autre personne qui ne s'attend pas à ce que je rentre dans le direct. Luc, qui lui, de son côté, c'est Paul Kariya complètement. Là. Je vais prendre une citation de Gabriel Grégoire. C'est juste de la grosse bullshit. Je suis pas d'accord avec ça. Comment est-ce qu'on peut passer à côté de Paul Kariya, sincèrement, et même dans les dernières années de Paul, qui continuait de jouer encore, qui avait à peu près 46 000 commotions cérébrales à son actif, il réussissait quand même à aller chercher une quarantaine de points, même s'il ne jouait pas des saisons complètes. Je veux dire, si ce gars-là rentre aujourd'hui, il pète des records et il termine sa carrière à peu près pas loin de 1600 points par match. 1600 points en carrière. C'est un des joueurs les plus complets que la Ligue nationale n'aura jamais connu. Il était bon autant au niveau de son tir, autant au niveau de sa vision de jeu qui était tout simplement phénoménale. A pété des scores dans la NCAA quand il était avec l'Université du Maine. Je m'excuse. J'enlève rien à Timo Selänne, qui, soit dit en passant, a souvent eu des meilleurs clubs que Paul Kariya. Je prends Paul Kariya demain matin pour une saison, absolument. C'est même pas un no-brainer. C'est même pas un no-brainer. C'est même pas un no-brainer. Ben, il y a quand même 300 buts qui séparent, là, mais je comprends. Oh, mais il y a des matchs aussi. Il y a des matchs à considérer là-dedans. Ouais, mais il a manqué les 4 premières années de carrière, alors que Paul Kariya n'a pas manqué les 4 premières années de sa carrière. Il jouait NCAA. Ben, il pouvait jouer où ce qu'il voulait. C'est pas ça la question. C'est quand tu rentres dans la Ligue nationale, tu commences. Je veux dire, c'est l'année, il faisait son service militaire, là, je veux dire, puis il jouait à temps partiel dans le mais c'est ça, il jouait en Finlande pareil. Oui, je sais pas comme s'il était en dehors de la glace. Là. Si tu me dis qu'il était en dehors de la glace pendant 4 ans, je suis comme OK, fair point, mais il pouvait jouer pareil dans la Ligue finlandaise. Dans la Ligue finlandaise, pareil. Oui, mais c'est-à-dire que si tu commences dans la Ligue nationale plus tard, pour jouer 1400 games, il va falloir que tu joues plus vieux. Les autres. Absolument. Sauf, ça revient à la question que tu peux pas. En fait, la problématique, c'est que tu prends Scott Stevens. Merci beaucoup d'avoir scrappé autant de belles carrières. D'ailleurs, je dis bonjour à Eric Lindros aussi. C'est ça qui est dommage. C'est qu'il y a des défenseurs qui, moi, je vais le dire, qui étaient cochons à l'époque, qui ont scrappé des carrières parce que nécessairement, il n'y avait pas des équipes qui étaient composées de joueurs qui pouvaient venir défendre ou venir dire à des gros défenseurs, t'es comme, calme tes petits nerfs, fais attention, tu sais, ne va pas ramasser quelqu'un blindside.